Alors, la géographie des émotions, c'est une étude donc de la dimension spatiale des émotions. Ça peut paraître un peu surprenant puisque souvent les émotions sont reléguées du côté de l'intime, de l'individuel ou des espaces privés. En réalité, on se rend compte que les émotions se manifestent dans la ville et se traduisent dans la ville. Pour prendre un exemple simple, la colère, par exemple, se manifeste dans des manifestations, des mobilisations. On peut penser dans un exemple récent aux Gilets jaunes, un peu partout en France, ou on peut aussi penser à la peur, si on prend toujours un exemple contemporain, la question de la peur du coronavirus, qui a des implications sur nos pratiques et la pratique des espaces. Le fait d'être masqué, le fait de se tenir à distance, le réduire le nombre de personnes par salle, notamment dans les espaces clos. Dans la prolongation de ce que je viens de dire, effectivement, les émotions, et c'est ça qui est intéressant peut-être à la différence des sentiments, c'est qu'elles ont une capacité à être collectives et à se spatialiser. Et donc, dans cette dimension collective, elles peuvent affecter les espaces publics et les espaces urbains en particulier, notamment en se manifestant, je le dis, lors de manifestations publiques, par exemple, ou des mouvements de foule. Quelqu'un va crier, sans susciter un sentiment de peur qui va se diffuser dans l'espace. Donc, l'émotion, c'est bien ce qui émeut et ce qui meut, ce qui met en mouvement. Et cette dimension-là est aussi intéressante. Après, on a d'autres traductions plus matérielles. On pense, par exemple, si je reprends l'exemple de la peur, des éléments de matériel urbain qui vont essayer de lutter contre ce sentiment de peur pour sécuriser les gens. Donc, des barrières, des caméras de vidéosurveillance. Toute la question, c'est de savoir si ça entretient pas finalement cette peur. Et comment ça nous affecte ? Ça affecte les pratiques des gens. L'idée que cet espace est un espace dangereux, donc qui nous fait peur, va limiter sa pratique. À l'inverse, le plaisir, le désir pour un espace va susciter un mouvement vers ce lieu. Alors, ce matin, ce que j'ai proposé, parce qu'une des difficultés, une fois qu'on a dit les émotions se traduisent dans l'espace urbain, elles ont une influence sur nos pratiques, c'est comment on les saisit. Et c'est vrai qu'on est un peu démunis en termes d'outils, parce que souvent les outils qu'on utilise en tant que géographe ou en tant qu'urbaniste, ce sont des outils visuels, et donc qui saisissent pas les autres sens. Donc ce que j'ai proposé ce matin, c'est une démarche de type marche exploratoire, couplée avec de la cartographie sensible, dans le but de sensibiliser les gens à ce qui se passe autour de nous, le bruit, la texture du sol, les odeurs. Alors même si avec le masque, du coup, c'était un petit peu limité ce matin. Donc nous sommes partis de l'agence, où on a eu le séminaire ce matin. On s'est mis en binôme. Dans chaque binôme, il y avait une personne qui ouvrait les yeux et une personne qui fermait les yeux. Évidemment, la personne qui ouvrait les yeux guidait l'autre, mais le guidait sans parler. En tout cas, c'était la consigne qui est pas toujours la plus respectée et qui est la plus difficile finalement. Donc, l'idée, c'est de guider par le contact pour que celui qui ferme les yeux soit plus attentif à ce qu'on a dit tout à l'heure, le bruit, la texture du sol, les odeurs, et essayer en même temps donc, de saisir cet environnement par ses autres sens, puisqu'on est privé de la vue, et d'essayer de voir ce que ces sensations-là font sur son rapport à l'espace. Un bruit de voiture qui passe très très près peut susciter la peur, du soleil sur le visage, un sentiment, quelque chose d'agréable, etc., etc. Donc on a fait une première partie de l'agence à l'île Gentille, et ensuite on s'est arrêté à ce moment-là pour essayer de dessiner précisément ce que nous avions perçu, vu et ressenti. La consigne que j'ai donnée, c'est donc de faire une carte sensible avec 3 couches, chaque couche étant représentée par une couleur, l'itinéraire, les sensations et les émotions. Et les personnes qui devaient faire ça étaient à la fois les gens qui avaient les yeux ouverts et qui avaient les yeux fermés. Parce que quand on a les yeux ouverts et qu'on guide quelqu'un, on se rend compte qu'en fait, on est concentré sur la personne qu'on accompagne. Et ce qui fait qu'il y a des éléments, des micro-éléments du parcours urbain qu'on perçoit comme des difficultés potentielles pour l'autre, alors qu'on les aurait pas repérées. Type l'absence de passage piéton, type une marche, l'inégalité des marches, un revêtement avec des trous. Quand on y passe, habituellement, si on n'a pas de problème moteur, on ne s'en rend pas compte. Et ça crée aussi une autre attention à l'espace urbain. La deuxième partie de la visite a consisté à utiliser le même protocole, mais en inversant les rôles. Ceux ou celles qui avaient les yeux ouverts les ont fermés,
et inversement, et on a à nouveau cartographie. C'est là où j'ai une réponse de géographe et pas d'urbaniste. À mon avis, déjà, un premier élément, c'est dans des questions de diagnostic urbain, pour justement intégrer d'autres sens, mais qui comptent finalement dans notre perception de l'ambiance urbaine, autre que la vue. Ça peut être aussi des outils qui sont... On n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de compétences particulières pour le faire, qu'on peut employer avec des habitants. C'est aussi une manière de faire des expériences qui soient véritablement participatives et de construire un savoir sur un espace pour justement mieux identifier ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Ensuite, c'est ce dont on va discuter cet après-midi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi ce que les urbanistes, eux, voient comme potentialité ou comme limite à ce type de pratique.